Eh oui, je ne suis pas Cyprien Juillard, c'est parti pour l'émission. Bonjour à tous, bienvenue pour la 6ème de l'émission Auto Hebdo. Ça commence à filer déjà, le temps passe vite. Bienvenue Mathieu, bienvenue Cyprien, vous allez bien? Impeccable, très bien. Très bien. Peu de sommeil après ce Grand Prix tardif, mais Ça mais c'est on pas va grave, bien. ça. C'est pas grave. Et ça se Oui, ça se plaint. sort. Et nanani, et nanana. Oh là 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 là, c'est terrible, ma bonne dame, je vous le dis, c'est terrible. Bienvenue, on va avoir une émission assez chargée aujourd'hui quand même, hein, puisqu'il y avait évidemment le Grand Prix des États-Unis à Austin, nouvelle victoire de Max Verstappen, devant notamment Lando Norris. Parce que les Papaya Wolves commencent à peut-être faire un peu peur à McLaren, on en parlera dans notre question hebdo. On parlera aussi rallye, bien évidemment, avec le rallye d'Europe centrale qui voyait Sébastien Ogier mener et puis ensuite sortir de la route. Et Evans se rapproche-t-il d'un titre mondial? On parlera aussi de la fin de saison en championnat du monde des rallye raids. C'était les rallyes du Maroc, on était sur place. Ça s'est fini. Tardivement, mais ça c'est fini. Hein, voilà, on va tout vous raconter, vous allez avoir le détail des choses et vous l'aurez aussi dans le magazine qui sortira lundi en version numérique et mercredi en version papier. Les résultats du week-end, évidemment, le MotoGP, le LMS, on accueillera Luca Bartolomeo et Valentin Glo, la Coupe de France des rallyes aussi, hein, qui a vu sa conclusion ce week-end, l'UTC World Tour de la NASCAR, bref, beaucoup de choses. On aura au top et nos flops. Le Grand Prix des États-Unis à Austin, 19e manche de la saison 2025, victoire de Max Verstappen qui a signé la pole position, gagné le sprint, gagné le Grand Prix, bref, un week-end quasiment parfait pour le pilote néerlandais de chez Red Bull. Ça ne fait que poser la question, mon cher Cyprien, est-ce qu'il n'est pas en train vraiment de se poser comme l'homme fort de cette fin de saison, Max Verstappen? Bah la réponse est oui, évidemment que c'est l'homme fort de cette fin de saison, pardon. Merci. Ah bah non, mais on pourrait s'arrêter là, il faut regarder les 5 dernières courses. Max Verstappen a marqué 119 points. McLaren, sur les 5 dernières courses, a marqué 119 points. Avec ces deux pilotes. Donc oui, évidemment que c'est l'homme fort de cette fin de saison. Il est exceptionnel, on le dit toutes les semaines. Il a gagné son 3e Grand Prix sur les 4 derniers. Il n'y a que Singapour qui lui a échappé. Et puis avec beaucoup d'aisance, tu l'as dit, un week-end parfait. Il a gagné toutes les séances à part les essais libres 1. Et puis après, voilà, la course, il a déroulé. Il n'a jamais été inquiété, ce qui est assez notable aussi. Et puis surtout, il se replace au championnat. Et il y a eu 2-3 petits problèmes chez McLaren qui font qu'ils n'ont pas optimisé aussi le nombre de points qu'ils auraient pu marquer, ce qui lui permet de revenir à 40 points d'Oscar Piastri, qui est toujours leader. Donc en effet, Max Verstappen devient un vrai candidat pour le titre. On est quand même assez surpris, Mathieu, de voir que ça revient. Alors il y a eu cette période vraiment au milieu d'année où la Red Bull commençait à accuser un peu le coup, et même Max Verstappen commençait à ne plus vraiment pouvoir faire de la magie avec. Et soudainement, là, ces dernières semaines, il a retrouvé le mojo, là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bah, pour moi, il l'avait vraiment jamais perdu, en fait, le mojo. Lui, en tant que pilote, en tout cas, je l'ai trouvé toujours assez constant. Non, ce que je tiens à souligner, parce que pour moi, c'est le véritable exploit de cette saison, c'est la capacité avec laquelle Red Bull a réussi à relever cette voiture qui était vraiment nulle part dans la hiérarchie et qui, tout d'un coup, a réussi à performer sur des circuits urbains quand il fait chaud, quand il fait moins chaud. Effectivement, est-ce qu'il y a eu un effet Mekies? Lui dit que non. Mais factuellement, effectivement, ça coïncide avec son arrivée. Après, c'est voilà. certain. Ça, c'est sûr que... Mais je tiens à souligner, outre le fait évidemment que Verstappen soit au top, mais ça je trouve que lui n'a pas baissé de niveau, c'est vraiment voilà, cette capacité de retour au top, et c'est ça qui doit à mon avis inquiéter McLaren, parce qu'à l'inverse, eux sont beaucoup moins efficaces sur les tracés sur lesquels normalement ils devraient l'être. Rassurez-vous, on parlera de McLaren évidemment plus longuement. Ce sera l'objet d'ailleurs de notre question hebdo. Vous pourriez répondre dès 20h d'ailleurs sur autohebdo.fr. Mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté Red Bull revient en force. D'ailleurs, la F1 avait publié ce petit diagramme qu'ils font de temps en temps sur les qualités d'amélioration, on va dire, apportées par les différentes équipes. Évidemment, ça vaut toujours ce que ça vaut, mais les données sont quand même assez fortement traitées. Red Bull serait même plus rapide que McLaren désormais. Donc voilà, il y a match en tout cas entre ces deux meilleurs monoplaces de la saison. Une équipe qui était dans le match ce week-end à Austin, et on s'y attendait pas vraiment, c'est quand même Ferrari, avec notamment Charles Leclerc qui est monté sur le podium, Lewis Hamilton juste derrière. Pourtant, ça s'était plutôt mal embarqué. On va pas se le cacher pour le cheval cabré, Cyprien. Et puis en course, on ne sait pas trop, ils ont réussi à passer au travers des embûches et à afficher quand même un rythme qui était quand même extrêmement intéressant. Oui, c'est justement ce que disait Frédéric Vasseur dimanche soir, c'est qu'il n'est pas heureux quand Ferrari ne gagne pas, mais que par contre il était très content de la façon dont l'équipe avait progressé au fil du week-end. Ouais. Et en effet, comme tu l'as dit, ça avait plutôt mal débuté, ou en tout cas pas très bien, et à la fin on termine avec un podium, et puis un beau podium de Charles Leclerc, qui aurait même pu terminer deuxième devant Lando Norris grâce à une stratégie
très bien senti. Lewis Hamilton aussi était très bon ce week-end dans le rythme. Il commence à être au maximum de ses capacités avec la voiture, il le dit aussi. Donc en fait, le tableau global chez Ferrari est finalement assez positif. On a une équipe qui, certes, l'an dernier avait fait un doublé à Austin, hein, mais on a aussi vu que Ferrari, sur des circuits où les années d'avant ils étaient bons, cette saison ils n'étaient pas forcément bons. Pense à Bakou, par exemple, où Leclerc était quadruple tenant de la pole. Bon, cette année, il était loin de faire la pole, au-delà du fait qu'il s'était mis dans le mur. Donc, c'est bien de voir que Ferrari arrive à retrouver de la performance. Déjà, c'est bien pour le spectacle, parce que ça nous promet une fin de saison. Pour le moment, on a 4 équipes qui, en fonction des week-ends, vraiment dominent ou pas, du coup, finalement, peuvent vraiment passer de la première à la 4e place en un week-end. C'est le cas de Mercedes. Ouais. Donc, voilà, tout ça, c'est très positif. Et puis, pour la confiance aussi de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, un podium et une 4e place, c'est quand même c'est très très bon pour eux, en vue de 2026. Surtout. J'ai presque l'impression qu'on revit la saison dernière. Il y avait une équipe qui dominait, qui archi-dominait. Bon, c'était plus un pilote, évidemment, l'an dernier. Et puis, la fin de saison, tout le monde a un petit peu retrouvé, un petit peu remis ses billes à l'endroit et se dit, bon, bah voilà, sur certains circuits, je vais être meilleur. Voilà, c'est marrant, parce que c'est exactement ce que j'ai écrit dans le magazine de la semaine sur mon papier sur McLaren, où je dis, il y a un parallèle, en fait, à faire, parce que l'an dernier, c'était l'inverse, en fait, avec Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen, en début de saison, avait gagné quasiment tout. Je crois que c'est peut-être 7 courses sur les 9 premières, quelque chose comme ça. Puis après, plus du tout. En fait, il gagnait plus. Et on avait du coup les McLaren, les Mercedes, les Ferrari, en fonction des week-ends. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que McLaren a dominé. Et puis là, en fait, on arrive dans un truc qui est beaucoup plus équilibré. Bon, même si Verstappen reste l'homme fort, comme on l'a dit, de cette fin de saison. Donc, en effet, ça promet. Puis c'est là où on voit qu'une saison, c'est long. Et si on nous avait dit ça il y a 3 mois, on n'y aurait sûrement pas cru. Ouais, et puis pour Ferrari, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On pouvait s'attendre, étant donné qu'il n'y a pas de développement. Frédéric Vasseur aussi a donné l'information depuis 17 courses. En tout cas, 17 courses à la fin de la saison, ça fera 17 courses sans développement pour Ferrari. Ouais. Donc c'est assez énorme. Ça, c'est une info quand même assez majeure. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, malgré ça, Ferrari ne se fait pas complètement distancer. On pouvait s'attendre à ce qu'il glisse indéniablement jusqu'à la fin d'année à la 4e place. Et en fait, effectivement, non, ils parviennent quand même sur certains circuits à être compétitifs. Donc c'est cool. Ça va donner une belle bataille à distance avec Mercedes, je pense. C'est ça, autant qu'il y a un petit peu de bagarre, et voilà, ça va quand même donner un petit peu de sel à cette fin de saison. Une équipe qui, alors, a connu un week-end contrasté à Austin, c'est très clairement Williams. Déjà, bon, c'est l'avis très personnel, mais la livrée fabuleuse. Ouais, magnifique. La livrée hommage à 2002, ça je dis un grand merci. On rappelle pourquoi une livrée 2002, est-ce qu'ils ont bien suivi ? Aucune idée. Car le sponsor principal de Williams a été fondé en 2002. D'accord. Ah, vous l'aviez pas, ça, hein ? Et non. Hey. Alors, je l'avouais pas, et puis en fait, je sais pas de quelle livrée tu me parles exactement, parce qu'en fait, il y avait 6 voitures qui avaient plus les mêmes couleurs. Donc, moi, en fait, à un moment, j'ai cru que Fernando Alonso était sur le podium, puis après, j'ai compris que c'était Lando Norris. Non, c'était terrible. C'est vraiment, à un moment, j'ai cru que ça ne finirait pas. Non, mais on embrasse nos amis de Racing Bulls. Hein. La prochaine fois, n'hésitez pas à faire une livrée qui ne soit pas aussi ignoble, s'il vous plaît. C'était absolument horrible, cette couleur. Ouais, bon. Ah non, ça aussi on est unanime. Hein. On se fera pas que des amis chez Racing Bulls. On barre évidemment Isaac Adjar de la liste des invités de l'émission, hein, il ne souhaitera pas s'exprimer après cette. Je suis pas sûr qu'Isaac lui-même ait beaucoup apprécié ce look, surtout ce qui n'allait pas du tout pour faire un petit point mode au point où on en est. Voilà. C'est qu'en plus du t-shirt avec le motif de la livrée, il y avait quand même la casquette avec le motif d'autres choses à carreaux écossais. C'était alors là un mélange. Je pense qu'Isaac lui-même doit pas être grand fan vu qu'il a un peu un petit goût pour la mode. Moi, pour tout vous dire, j'ai vu les livres arriver, mais je me suis un petit peu mis de côté les communiqués habituels. Donc en fait, j'ai arrivé à comprendre. Ah, Aston Martin met en avant des formules mathématiques pour montrer que c'est scientifique. La F1. Mais alors la Racing Bulls, oui. C'est livré quoi ? Non, en fait, c'est pour un chanteur. C'est Snow. Non. Chabouzi. Oui, c'est Chabouzi. C'est lui qui a. C'est lui qui a acheté le polonais, d'accord. En fait, il a fait une collab avec Visa Cash, qui est du coup un des partenaires de Racing Bull, partenaire titre, puisque l'équipe s'appelle Visa Cash App. Non, pas Visa Cash, du coup Cash App. Ouais, c'est compliqué. Donc en fait, Cash App a fait une carte de crédit, pour le dire rapidement, en partenariat avec Chabouzi il y a quelques mois. Et cette carte de crédit avait ce motif, du coup, orange et noir, là, un peu motif camouflage, qui du coup a été réutilisé sur la voiture. Facile. Voilà. Fascinant, n'est-ce pas ? Et si on parlait, pour une fois, de voitures qui roulent, au lieu de parler de l'aspect de ces voitures, parce que là, on est parti loin. Là. Ouais, bah oui, mais bon, tout ça parce qu'on a juste dit que la Williams était très belle ce week-end. Écoutez, ça commence bien. Mais alors, le week-end avait commencé admirablement bien. Carlos Sainz sur le podium du sprint. On se dit, ça y est. Et Alex Albon pas loin non plus d'ailleurs. Puis le dimanche, 0 point.
C'est quand même rude des week-ends comme ça. C'est une première pour Carlos Sainz de ne pas marquer de points sur une course effectivement à Austin. Donc c'est fort de sens dans la mesure où l'Espagnol qui fait une erreur, hein, justement il a été pénalisé par rapport à ça, c'est totalement sa faute sur la manœuvre avec Antonelli. Et puis Albon, bah voilà, malheureusement qui lui non plus n'était pas dans le rythme, alors que les deux soutenaient que les voitures justement avaient un bon rythme, avaient une bonne vitesse. Donc c'est vraiment un week-end gâché pour Williams. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à ça. Je suis assez d'accord, et moi ce qui m'inquiète un peu, c'est les performances d'Alex Albon ces dernières semaines. Alex Albon, on l'a loué, on a dit que c'était un très très bon pilote, qui faisait une très bonne saison, qui fait 4 fois 5ème toute l'année. Là, ça fait quelques semaines quand même que déjà, il prend quand même une sacrée claque par Carlos Sainz, la plupart du temps. Et en plus, là, en effet, quand Sainz fait une erreur comme ça, Albon doit marquer des points. Il doit être là pour prendre des points, et des gros points, parce que ça reste la Williams, qui est nettement la 5ème meilleure du plateau. Le fait qu'il soit pas là pour le faire, il termine quand même 14ème. Non, ouais. Ça fait mal. C'est rude. Ouais. Et alors que oui, la vitesse, on l'a vu, puisque justement, tu le disais, Sainz fait podium en sprint, mais avant ça, sur les qualifs, ils sont dans le rythme des Ferrari. Ouais, bien sûr. Puisqu'ils sont 7 et 9 sur la grille, alors que les Ferrari sont 8 et 10. Donc ils sont vraiment intercalés. Donc pour moi, c'est une voiture qui a des performances équivalentes. Et quand on voit la suite du week-end de Ferrari et de Williams, le constat est assez rude. Et là, le problème, c'est que c'est dans l'exploitation de la voiture, la compréhension de la voiture, c'est encore des choses qui pêchent un peu pour Williams. Mais bon, c'est aussi normal pour une équipe qui est en plein redressement. Et on va continuer à parler de Formule 1, rassurez-vous, mais via notre question hebdo, c'est parti. Les Papaya Rules. Ah bah ça fait un bail qu'on n'en a pas parlé de nos chères règles papaye de chez McLaren. Mais maintenant, bon... On arrive à la fin de saison, il reste 5 grands prix, 2 sprints. Est-ce qu'il commencerait pas à être un petit peu pris au piège chez McLaren ? Parce qu'Oscar Piastri n'est plus véritablement cette espèce de sérénité ambulante qu'il était depuis le début de la saison. Lando Norris commence à se rebiffer, il se rapproche au championnat. Il y en a un troisième qu'ils ont sur le paletot maintenant, donc sont-ils pris au piège, Cyprien ? Le problème des Papaya Rules, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des règles qui sont faites pour une équipe qui domine et qui n'est pas inquiétée par un autre pilote. C'est un peu pour moi des règles, d'une certaine manière, pour se dire, bon... On peut se permettre de favoriser l'un ou l'autre en fonction des grands prix pour rattraper une erreur, typiquement ce qu'ils ont fait à Monza avec l'arrêt au stand, parce que de toute façon on a tellement d'avance qu'on peut se permettre de vraiment jouer cet égalitarisme à tout prix, et là on se rend compte qu'ils peuvent plus le faire. Et le problème c'est qu'ils continuent à le faire, notamment avec cette sanction qu'a reçue Lando Norris après Singapour, qui est que du coup maintenant Oscar Piastri aura la priorité du choix de sortir en premier ou non sur ses tours de qualification. Je trouve ça complètement lunaire, honnêtement. C'est d'un ridicule, franchement, mais on marche sur la tête. Je veux dire, il y a une direction de course qui, des fois, n'est pas toujours... Enfin, qui a des décisions qui ne sont pas toujours bien comprises, mais quand la direction de course ne sanctionne pas ce qui s'est passé entre les McLaren et Singapour, que même l'équipe a l'air de dire c'est plutôt un incident de course, et honnêtement, on parle de quoi ? On parle d'une mini-touchette qui a rien apporté, quoi. Piastri a perdu une position, et puis voilà. Mettre une sanction comme ça à ton pilote... Alors qu'en plus, ton pilote, sa deuxième place, elle est menacée par Verstappen qui revient comme une balle. Mais enfin, moi, je comprends pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Et honnêtement, on est arrivé à un stade où moi, je trouve que McLaren mériterait de perdre ce titre. Parce qu'ils gèrent ça n'importe comment. Ils gèrent leur rivalité interne n'importe comment. Ce week-end, on l'a vu encore, avec ce qui s'est passé en sprint. Je veux dire, on sent que dès qu'il se passe quelque chose comme ça, Zach Brown, il est tremblant, Andrea Stella aussi. Ils veulent, oh là là, mais alors, attends, qui a été responsable là, au départ du sprint ? Tout ça, et bon, heureusement, c'est pas eux. Oui, heureusement, c'est Hülkenberg, donc tout va bien. Non, mais c'est Hülkenberg, mais enfin, ils auraient quand même été presque capables de dire que c'était Piastri, quoi. Oui, non, bien sûr. C'est Piastri qui percute Norris, quand même. Alors, Piastri est percuté par Hülkenberg, mais c'est Piastri qui percute Norris. Alors, du coup, on fait quoi ? Norris, on lui dit, ok, alors du coup, pour compenser, ce qu'on va faire, c'est que toi, t'auras un peu moins de carburant en qualif. C'est ça. Non, mais c'est ridicule. Ouais. On est d'accord. Bon, c'est pas possible. Oula, Mathieu va-t-il être la voix de la raison ? N'est pas Mercedes 2016 qui veut, en fait. En fait, ils partent du principe qu'ils gagneront quoi qu'il arrive. Je pense qu'on peut résumer en disant que les Papaya Rules ne sont pas des règles d'une équipe qui veut gagner. Voilà, tout simplement. C'est une équipe qui veut avoir une bonne entente interne, mais au bout d'un moment, pour gagner un championnat, je sais plus combien de fois j'ai dit dans cette émission ça, mais pour gagner un championnat, il faut faire un petit peu plus que seulement dire ah ouais, mais nos deux pilotes, c'est bon, ça se passe bien, l'entente est bonne, comme tu dis, le truc de trembler à chaque chose. Je pense qu'il est urgent pour McLaren de choisir, en l'occurrence, parce qu'ils choisissent Norris mais sans le dire, mais en même temps Norris a du retard. Moi je pense que... En même temps, choisissent Piastri là, du coup, avec cette sanction. Pour trancher dans le vif, il va falloir choisir Piastri, mais véritablement, il faut l'aider, Piastri. Ça se voit que mentalement, il y est plus parce qu'il n'est pas soutenu. Ça se voit qu'il n'est pas soutenu, en tout cas pas suffisamment dans son équipe. Aujourd'hui, c'est le leader du championnat. En première partie de saison, c'est lui qui a fait le boulot. C'est lui qui a été le plus impressionnant et c'est lui qui est en tête aujourd'hui assez largement, en tout cas
par rapport à l'écart qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense que Piastri doit être aidé. C'est assez urgent du fait que Piastri doit être remis un petit peu sur des bons rails. Oui, mais c'est là. Et pour moi, McLaren a un rôle. C'est là où je parle de piège, Mathieu. En fait, c'est que il faut choisir. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que tu peux décemment aller expliquer à Norris, ok, t'es le numéro 2, alors qu'il est qu'à 14 points et qu'il reprend des points. C'est pas lui dire que c'est le numéro 2, c'est pas lui dire que c'est le numéro 2. S'il veut se battre en piste, il se bat en piste. Mais il faut qu'il montre qu'il a les ressources. C'est-à-dire que. Ah, mais ça fait quelques grands prix qu'il les montre pour moi. C'est ça le problème en fait. Ah, ça fait 4 grands prix qui reprend des points à Piastri. C'est qu'il est plus. Voilà. Bien aidé par McLaren quand même, et le choix de la dynamique. Et de... pas que. Tu regardes ce week-end, c'est son pilotage qui le met devant le qualif. Je pense que après il y a un avant et un après Singapour. Piastri a décroché à ce moment-là parce que les célébrations sans lui, parce que le fait qu'on lui dise non, mais on va rien faire du tout par rapport à ça. Je pense qu'ils ont vraiment créé les conditions d'un Piastri démotivé et un petit peu moins enclin à marquer que ce qui était le cas avant. Ils avaient un pilote qui était en tête du championnat du monde et qui maîtrisait son sujet, et aujourd'hui ils ont un pilote qui déjoue. Je dis pas que c'est que de la faute de McLaren, hein. Piastri a évidemment sa part de responsabilité, c'est un jeune pilote qui doit encore apprendre, mais Verstappen c'est une aubaine. Tu n'affrontes pas Verstappen, un Verstappen quadruple champion du monde au sommet de sa gloire de cette manière. Non, puis moi il y a un truc qui me dérange là-dedans dans ce que tu dis, c'est de se dire que peut-être que Piastri, Singapour pour lui ça a été un tournant et qu'il est démotivé à cause de ça. Bah, si franchement, ça le démotive. Ça, je suis d'accord avec toi. T'imagines si en 2016, Hamilton et Rosberg avaient lâché l'affaire. N'est pas Mercedes 2016 qui veut. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Mais du coup, n'est pas Hamilton qui veut non plus. Ça c'est sûr. Mais je trouve que quand t'es un candidat pour le titre, à un moment, il faut savoir être un peu méchant. Il faut savoir donner des coups et du coup, il faut aussi savoir les encaisser. Tout à fait. Ça, c'est très important. Parce que le vrai problème maintenant pour McLaren, pour conclure, on est quand même d'accord, il y a 40 points entre Piastri et Verstappen. Il doit juste reprendre 8 points par Grand Prix. Évidemment, c'est énorme, 8 points par Grand Prix. Ouais. Sauf qu'entre la première et la deuxième place, il y en a 7 déjà. Donc, si on enlève les sprints, mais donc si Piastri termine toujours deuxième derrière Verstappen, il est champion du monde. C'est pour ça que c'est urgent de regagner. Aujourd'hui, je suis pas convaincu. Alors, aujourd'hui, je suis convaincu que Verstappen peut gagner les 5 derniers Grands Prix. Par contre, que Piastri finisse toujours deuxième, là, je suis beaucoup moins. Donc, il y a péril dans la demeure. Mais encore une fois, est-ce qu'ils peuvent aider suffisamment Piastri, sachant que l'autre est à 14 points? Là, ça devient. Et que l'autre est en plus dans la meilleure dynamique entre les deux, c'est ça. Bah, moi, je trouverais ça honteux pour Norris de lui dire maintenant tu repasses numéro 2. Je dirais une saison, c'est long, on l'a dit. Piastri a eu des bons moments, Norris aussi. Norris a quand même montré de très belles choses cette année. Ouais. Il a été brouillon en début d'année, il a perdu beaucoup de points à ce moment-là. Mais quand même, je trouve que depuis le printemps, pour moi, c'est le meilleur des deux. Norris. Et juste, après, il faut aussi se rappeler qu'il a Zandvoort. Il a Zandvoort, il perd 25 points à Zandvoort. Du coup, il aura 11 points d'avance sans Zandvoort. C'est ça. Et là, 2 victoires de Norris là, sur les 2 prochains Grands Prix, ce qui n'est pas non plus complètement impossible. Il reprend la tête du championnat. Donc, voilà, là, ils sont dans une situation qui, à mon avis, est très, très, très compliquée. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, évidemment, dans quelques minutes sur autohebdo.fr, dans notre rubrique habituelle, la question hebdo, vous allez pouvoir commenter cela aussi et donner surtout votre avis. On aime bien, évidemment, lire tout cela. Le WRC donc, et Sébastien Ogier était très très bien parti sur ce rallye d'Europe centrale, et Sébastien Ogier a très très mal fini malheureusement ce rallye d'Europe centrale. C'est Kalle Rovanperä qui l'emporte, ce qui rapproche quand même le Finlandais aussi pour le titre, puisqu'ils sont ex-aequo maintenant avec Sébastien Ogier en 2e position. Elvin Evans, qui a terminé sur le podium, reprend la tête du championnat du monde. Mathieu, c'est quand même un loupé de Sébastien Ogier, alors qu'il a dit qu'il avait eu une crevaison à l'avant gauche avant en fait de sortir ensuite de la piste. Là, forcément, pour cette fin de saison, ça donne un petit peu de piquant, là, quand même. C'est surtout hyper dommage, parce qu'on était sur un duel assez formidable entre les deux, quoi. Rovanperä d'un côté et Ogier de l'autre. Ils étaient séparés de quelques dixièmes avant cette erreur-là. C'est un gros coup dur, surtout qu'Ogier, il avait fait le week-end parfait. Donc, on semblait le voir vraiment aller sur des rails vers le titre. Et puis, en fait, c'est un peu lui qui relance tout seul ce suspense. Les autres sont au niveau. Rovanperä, lui, il a fait un week-end top. Et donc, forcément, il se complique un peu la tâche, Ogier. C'est dommage, mais malheureusement ça arrive. On le voyait être impérial et voilà, une erreur est vite arrivée. Il prend un arbre effectivement pour ceux qui n'ont pas vu au moment de sa spéciale, donc malheureux pour le français. Et toi du coup Cyprien, qu'est-ce que tu en as pensé de ce rallye d'Europe centrale? On rappelle, ça va toujours sur plusieurs pays, c'est une nouveauté depuis quelques saisons en WRC. Tout à fait, écoute, déjà on a vu des beaux paysages sur ces 3 pays, et puis surtout ce qu'on a vu c'est un magnifique duel entre deux monstres, franchement, jusqu'à ce fameux petit incident pour Ogier. Mais Rovanperä Ogier, c'était exceptionnel à voir. Comme Mathieu l'a dit, ça se renvoyait
coup pour coup, de spécial en spécial, ils étaient séparés que par quelques dixièmes. Et bon, à la fin, c'est Rovanperä qui gagne et qui mérite de gagner parce qu'il a été parfait tout au long du week-end. On rappelle que l'asphalte, c'est pas forcément ce qu'il préfère, mais que cette année, quand même, aux Canaries, en début d'année, il avait fait un rallye exceptionnel, quasiment parfait. Je crois qu'il gagne 15 des 18 spéciales. C'est ça, de mémoire. Ouais. De mémoire, il me semble que c'est ça aussi. Donc là, pareil, on voit que sur asphalte, il est bien. Sur un rallye qu'il apprécie pas habituellement. Bon, est-ce que c'est pas lui finalement maintenant le grand favori pour le titre, même s'ils sont ex-aequo avec Ogier, même si c'est Elfyn Evans le leader, peut-être que aussi quand même. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Oshili, il fait aussi une erreur, c'est lui qui tape justement et qui perd une grosse minute lors d'une spéciale dès la première journée, alors qu'il était très bien au classement. C'est-à-dire que s'il faisait pas cette erreur dès le premier jour, Oshili, il aurait certainement aussi joué devant. Donc quelque part, c'est une erreur chacun, une sortie de piste chacun, donc bon, c'est assez logique. Bon, et puis après, le rallye, on sait comment ça fonctionne, surtout cette année avec les pneus en coup, qui a aussi des crevaisons qui peuvent intervenir, ça peut aller très vite de perdre un rallye et de perdre du coup un championnat. Et Sébastien Ogier, j'espère qu'en fin de saison, on se dira pas qu'il a perdu son championnat ici, parce qu'honnêtement, il pouvait quand même être vraiment devant, faire un peu le break au championnat, puisqu'il était leader en arrivant, hein, quand même, il faut le rappeler. Là, au final, je trouve quand même qu'il a bien limité la casse. T'as dit en introduction, il a très bien commencé, il a très mal fini. Finalement, c'est pas vrai. Parce qu'il termine quand même très bien, puisqu'il remporte les points du Super Sunday et les points de la Power Stage. Heureusement d'ailleurs, hein, ça lui permet de bien limiter la casse. Oui, parce que du coup, il marque 10 points. Alors, avec ce barème qui est quand même discutable, pour le dire poliment, pas trop apprécié par les pilotes. Voilà, discutable et discuté, exactement. Là, en l'occurrence, il a su parfaitement exploiter les règles pour limiter les conséquences de son erreur, qui du coup, en plus, n'en est peut-être pas une s'il y avait vraiment une crevaison. Voilà, il va rester 2 rallyes, un beau match à 3 pour le titre. Un peu dommage que ce soit contre Toyota, mais en tout cas, ça promet du beau spectacle pour le Japon et l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'Hyundai pouvait encore un petit peu espérer avec notamment au Tanak, mais vu le week-end des Hyundai du côté de l'Europe centrale, enfin Tanak finit sur le podium, hein, donc ce qui est déjà bien, mais le reste était fabuleux, donc vraiment... Là, franchement, c'était bluffant le week-end des Hyundai. C'était incroyable. Là, les pauvres. Pour tout vous dire, on recevait entre coups d'œil sur le Litex Auto Hebdo et alerte qui apparaissait, c'était tout le temps « Ah, hey, Hyundai, quel dommage !» D'accord, bon, mais bon, rassurez-vous, on a eu mieux. L'atterrissage à Paris. Oh, Sébastien Ogier a abandonné le rallye. Ça vous relance. De déception en déception, finalement. Ah, c'était vraiment un samedi à oublier. Là, je peux vous le dire, c'était terrible. En tant que Belge, en plus, tu as dû apprécier le moment où Thierry Neuville a pris un pont. Oui, on a l'habitude, malheureusement. Hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on ne serait pas sur l'un des top 5 de saison de défense de titre ? Je ne sais pas, hein, vous nous le dire aussi dans les commentaires, mais c'est vrai que là, ça devient un petit peu compliqué. C'est l'année plus 1, on va dire, après le titre, elle est dure. Mais c'est pas grave. Thierry Neuville, champion du monde des rallyes, voilà. C'est une phrase qu'on peut dire, que je pourrais dire jusqu'à la fin de plaisir sur Appel, voilà, ça c'est très bien, c'est important, c'est tout ce qui compte. Et on va s'envoler du côté du Maroc maintenant, si vous le voulez bien. On va parler rallye raid, parce que là aussi, il s'en est passé des choses. Le rallye du Maroc était donc la dernière manche du championnat du monde des rallye raids. On y était avec Mehdi sur place pendant toute la semaine. Et autant vous dire que en termes de finale en feu d'artifice sur ce championnat du monde des rallye raids, il y a eu tout ce qu'on voulait. Sébastien Loeb remporte quand même le rallye du Maroc, sa 2e victoire en rallye raid, avec son copilote Édouard Boulanger qui est champion du monde. Je vous propose quand même, messieurs, qu'on commence par écouter Sébastien Loeb et Édouard Boulanger à notre micro. C'est ma première au Maroc, c'est ma 2e en rallye raid, effectivement. Donc ça fait plaisir parce que on est quand même passé par pas mal de moments compliqués. On a toujours eu la performance, pas toujours la réussite, ou en tout cas pas le résultat. Et donc de réussir à concrétiser, malgré le petit truc, parce que je me suis dit, ah, ça y est, on a trouvé quand même la merde qui nous manquait sur ce rallye. C'était trop bien passé, c'est ça, ouais. Ouais, tout se passait bien. Il restait 33 bornes à faire tranquille. On a réussi à rater 3 waypoints. Là, on met la barre haut, hein, mais bon, à la fin ça le fait quand même, donc ça fait plaisir d'avoir réussi à concrétiser, quoi. C'est pas mal, c'est plutôt cool comme feeling. Non, ça fait vraiment du bien parce que ça vient couronner une saison intense. Puis avec ce changement de pilote au milieu de saison, c'est sûr qu'il y avait forcément pas mal d'interrogations sur comment ça irait, même si on n'avait pas de doute sur le papier, il fallait quand même le transformer. Et la bataille a été intense jusqu'au dernier jour, face à des équipages hyper expérimentés aussi. Donc tu vois les classements à la fin, ça se joue à la minute. Donc il n'y a vraiment il y a plus de stratégie possible en rallye raid avec la réglementation qu'on a, le plateau qu'on a. Les écarts sont encore plus serrés qu'en WRC par rapport au kilomètre parcouru. Donc c'est d'une intensité rare, et donc ça fait du bien de clôturer la saison avec un carton plein, c'est clair. Voilà, donc
Autant d'un côté chez Dacia tout va bien, victoire de Loeb, titre mondial pour Edouard Boulanger, et puis de l'autre côté Nasser Al-Attiyah qui était le favori pour le titre mondial face à Lucas Moraes, le pilote brésilien. Il était champion du monde jusqu'au départ de la Power Stage, 33 km, et 33 km en rallye raid, vous le savez, c'est très peu quand même quand on fait des journées qui en font 300. Et il était champion du monde jusqu'à la cellule de chronométrage qui signifiait la fin de la spéciale. Voilà, il était champion du monde, il avait fait ce qu'il fallait, sauf que le Qatari ne s'est pas arrêté au point stop. Ça, c'est lunaire quand même. C'est devenu absolument incroyable. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc en fait, en rallye raid comme en rallye traditionnel, il y a une arrivée qui est le flying finish. Donc, on passe pleine balle et on passe la ligne d'arrivée, le chrono est pris. Et il y a une zone ensuite de décélération jusqu'au point stop. On donne son petit carton et on peut ensuite partir en liaison. D'après les données que nous avons pu consulter, il a passé ce point stop à 168 km/h, Nasser Al-Attiyah. Oui, ce qui est un beau stop. Voilà, ce qui est un beau stop, sachant qu'une Dacia Sandrider est limitée comme toutes les Ultimate à 170 km/h. Donc, autant vous dire que ça a été pris pied dedans. Il a remarqué son erreur, il a ralenti, et puis il a fait une marche arrière dans sa propre poussière, ce qui là aussi est extrêmement interdit par le règlement. Résultat des opérations, 1 heure de pénalité pour avoir grillé un point stop, tout simplement, c'est dans le règlement. C'est clair comme de l'eau de roche, et ça lui fait perdre le titre mondial au profit de Lucas Moraes, le pilote brésilien. On a quand même vécu des finishes de championnat complètement dingues, mais alors celui-là... C'est Abu Dhabi 2021 version 2. Non, c'est complètement fou. Alors, franchement, une erreur comme ça, surtout pour un pilote comme Nasser Al-Attiyah, c'est que ça aurait été Henk Lategan qui disputait son premier titre, ou Lucas Moraes non plus, qui avait jamais été champion. Bon, on aurait pu mettre ça sur le compte de l'inexpérience, tout ça. Al-Attiyah, il était quand même quadruple tenant du titre. Donc, non, triple tenant du titre, justement, depuis 2022, depuis que le championnat existe. Donc, tu vois, lapsus, il allait devenir quadruple. Il a l'expérience. Comment il peut faire une erreur comme ça? Bon, je pense qu'on va pas le blâmer, c'est le premier à s'en vouloir, forcément. Mais enfin, quand même, jouer une saison et la perdre là-dessus, c'est vraiment dommage, quoi. Non, mais c'est dommage, en plus, pour le duo Fabien Lurquin-Nasser Al-Attiyah, qui apprend aussi à se connaître en vue du Dakar, et qui avait fait un très beau rallye jusque-là. Il y avait eu des problèmes à la première étape pour le Dacia Sandrider du Qatari, et ils sont très bien remontés au fur et à mesure. Je vous propose quand même donc d'écouter le champion du monde des rallye raid, Lucas Moraes. Yeah, it's just unbelievable. I mean, what a fight with legends like Nasser and Loeb. I respect them a lot. I have been growing watching them on television, and to be able to fight with them is just unbelievable. But yeah, we finished. We are here. We are the world champs, and if you had to script this final, it would have been impossible to script like that. And we did it, thanks to the whole team. We only managed the last 2 days to beat Nasser, but only a few seconds, so it was really tough for me. I was trying my best. I mean, these guys are a legend for a reason, and it was impossible to understand what's going to happen here. But yeah, I guess we are the champs. Yeah. When I saw that he overshoot the finish line, I knew this is not good. And then the FIA came to me and said, we don't know the champs because it's a bad move if you overshoot the finish. But yeah, it's rally, crazy things, and yeah, we are here. Voilà donc pour Lucas Moraes, le jeune Brésilien de 36 ans, champion du monde des rallye raid. On va passer au résultat du week-end désormais. Et pour parler MotoGP, on accueille Luca Bartolomeo. Comment ça va, Lucas? Bon, ça va super, un petit peu fatigué du week-end dans les horaires matinaux, mais... oh là là, il se plaint déjà. Tout le monde est fatigué, tu vois. Moi pour la F1, lui pour la moto, c'est pareil. Très content de vous retrouver dans l'émission. Non, mais j'ai beaucoup aimé les passages de relais, en tout cas, entre l'équipe de la F1 et l'équipe de la moto, du coup, puisque globalement, quand la F1 se terminait, la moto commençait. Donc c'est pas mal. On s'est croisés, c'est ça. C'était plutôt cool avec ce Grand Prix d'Australie, Phillip Island, la première victoire de Raúl Fernandez. On me l'aurait dit il y a 5 mois qu'il allait gagner un Grand Prix en MotoGP, je l'aurais pas cru. Hein. Oui, c'est ça, le Grand Prix d'Australie, le circuit de Phillip Island qui a couronné une nouvelle fois un nouveau vainqueur. On se rappelle bien évidemment de la première victoire de Johan Zarco en 2023. Et donc c'est la deuxième fois en 3 éditions qu'il y a un pilote qui décroche sa première victoire en MotoGP. C'est une victoire qui a été permise, on le sait, par les caractéristiques du tracé, le circuit de Phillip Island, beaucoup d'enchaînements techniques, où le pilote fait souvent plus la différence que la moto. On le voit dès les premières séances d'essai sur un circuit avec beaucoup d'enchaînements rapides, très bosselé, des vents violents. Ça rend le tout compliqué et le pilotage doit souvent être excellent. Ça a été le cas de Raúl Fernandez qui a profité de l'absence des ténors du championnat pour jouer sa carte, et il l'a très bien fait. Raúl Fernandez, on le rappelle, Marc Marquez n'était pas là.
Blessé, après, hein, blessé. Pecco Bagnaia non plus. Pecco Bagnaia non plus. Après son accident en Indonésie, et puis Marco Bezzecchi qui a écopé d'une double pénalité de longue lap, justement jugé responsable de l'accrochage avec Marc Marquez. Et puis comme tu le dis si bien, les autres Ducati, ils étaient absolument pas là. Ouais, c'est Alex rare. Marquez, Pecco Bagnaia, toujours en délicatesse avec oui, C'était la première fois depuis 2020 qu'on avait une première ligne sans Ducati. depuis 98 courses. 98. 98 courses, hein, s'il te plaît, mon cher Lucas, à un moment donné, il faut que nos amis comprennent. Hein. Depuis 98 courses, exactement, c'est très juste. La meilleure Ducati, c'était celle de Fabio Di Gianantonio, qui est parti 10e, qui a fait une excellente course, et qui, je pense, s'il avait réalisé une meilleure qualification, eh bien, il aurait totalement pu se battre pour la victoire. Mais c'est Raúl Fernández qui a profité de l'absence des favoris. Favoris dans lesquels j'ai pas envie de citer Fabio Quartararo, parce que même s'il a fait une pole exceptionnelle, on le rappelle, un deuxième run où il était 10e avant son dernier tour. Il améliore de 7 dixièmes pour décrocher la pole. Et Cyprien, qui m'a d'ailleurs déchargé. Les qualifications sur le site, en effet. Ça. Voilà, je pense que tu as passé un excellent moment. Moi, je m'y attendais pas. J'avoue que franchement, c'était c'est ça, assez lunaire. Puis c'est un 5e pole de l'année quand même pour Quartararo. Bon, malheureusement, en effet, la suite est moins brillante. Il confirme pas en course. La Yamaha, encore une fois, exceptionnelle sur un tour, mais on pouvait s'y attendre. Manque de grip après les 5 premiers tours. Fabio Quartararo qui se plaignait aussi d'une machine très instable, encore plus qu'à son habitude. Donc voilà, il a rien pu faire pour défendre sa pole position. Merci Lucas, merci beaucoup. On te retrouvera évidemment après le prochain Grand Prix. Et vous allez voir, on va même refaire un autre changement parce que ça s'enchaîne, on est beaucoup, c'est formidable. On va parler ELMS. Et pour le LMS, notre ami Valentin Glo, spécialiste endurance, c'était la finale en plus du côté de Portimao. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Portugal? Alors bonjour Michael, bonjour tout le monde. Oui, finale à Portimao et une victoire de patron avec VDS Panis Racing qui sont arrivés en tête du championnat et qui ont remporté et la course et le titre. C'était pourtant pas super bien engagé, ils étaient seulement 6e des qualifications, mais grâce déjà à un super relais d'Oliver Gray qui, on va dire, a totalement justifié sa sélection pour le rookie test en hypercar du WEC le mois prochain. L'équipe a pris rapidement la tête après une petite demi-heure de course, il me semble, et ils ont bouclé la première heure en tête. À partir de là, Esteban Masson et Charles Milesi ont terminé le travail pour un titre bien mérité, puisqu'ils ont remporté 3 succès cette saison, Imola, Spa et donc Portimao. Ouais, non, une belle saison effectivement du VDS Panis Racing. On a aussi 2 autres catégories, hein, bien sûr. En LMS, le LMP3, le LMGT3. Et on a même le LMP2 Pro, mon cher Michael. C'est vrai. Ça fait même 3 catégories. 3 catégories confuses. On a LMP2 Pro, c'est AO Racing qui est champion avec PJ Hayet, Dan Cameron et Louis Deletraz. Donc c'est une deuxième invitation pour AO après déjà celle de l'IMSA, où Dan Cameron et PJ Hayet étaient déjà champions une semaine avant le LMS, donc à Petit Le Mans. En LMP3, le titre était déjà joué. CLX Motorsport avait déjà remporté le titre à Silverstone après une saison ultra dominée. Ils ont fini la saison avec une nouvelle victoire avec Adrien Cloménil, Theodor Jensen et Paul Lancher. Et on retrouve TS Sport, donc déjà champion en LMP2 Pro-Am avec l'exploitation de l'Oreca numéro 99 de AO. Et ils sont champions également TF en LMGT3 avec une Corvette, avec Hiroshi Koizumi, Charlie Estoud et Rui Android qui ont réalisé une course absolument parfaite à Portimao. Merci Valentin. Merci Michael. Ça c'est du résultat, ça c'est du voilà, bim bam boum. Merci beaucoup. Il est bon, il est efficace. Hein, quand même. Ah bah écoutez, on devrait le garder. Pas spécial. On est obligé de rappeler surtout pour l'endurance. Moi, je peux finir l'émission si vous voulez, même s'il n'y a plus grand chose à parler, je crois. non, mais ce qui est fabuleux, c'est quand même on a un spécialiste endurance qui vient nous faire un sprint, mais alors comme ça, c'est parfait. Exceptionnel et efficace. Bon, en même temps, on va pas se cacher. La finale a été plutôt calme. Il y a eu pas mal d'escarmouches, mais en soi, Panis Racing a pris la tête rapidement et après a déroulé. C'est vrai qu'il y a des manches de LMS qui sont un peu plus animées. C'est ce que j'allais dire, c'était pas la course la plus fun depuis le début de l'année. Rappelons petite mention également pour Inter Europol Competition, qui sont vice-champions avec Dom Dillman, Jakub Schiffmowski et Niki Eloli. 5 deuxième places sur cette saison. Et surtout, en étant vice-champion, ils ont eux aussi une invitation pour les 24 heures du Mans. Ça, c'est pas mal, effectivement. Oui, parce que le peloton aussi des 24 heures du Mans commence à se remplir de plus en plus. Et après, il y aura le comité de sélection qui terminera le travail. Bien entendu, dans les autres résultats, on salue Anthony Cosson qui remporte la Coupe de France des rallyes avec la finale à Lisieux en Normandie, que vous allez pouvoir suivre et que vous avez suivi déjà d'ailleurs, bien sûr, sur autohebdo.fr et que vous allez pouvoir revivre dans le magazine, en long, en large et en travers, bien évidemment, de larges pages qui y sont consacrées. En TCR World Tour, les 3 courses ont été remportées en Corée du Sud par Josh Buchan, Mikel Ascona et Ted Bjork. Et le français NRH continue de mener la danse pour l'instant au championnat devant Bjork et Esteban Guerreri. Et en NASCAR, on salue Chase Briscoe qui s'est qualifié pour la finale de Félix en remportant l'épreuve de Talladega. Plutôt calme, il y a eu un big one certes, mais sinon ils ont été assez sages jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, on passe maintenant au top flop.
Les tops, messieurs, bah oui, c'est la partie qu'on préfère quand même, de pouvoir donner des petits bons points. Quels sont tes bons points, mon cher Cyprien? Alors, mon premier bon point, c'est Calero Vampera pour sa victoire en WRC et son replacement au championnat. Bien sûr. J'ai également mis Charles Leclerc en Formule 1. Charles Leclerc, très beau week-end, très belle manœuvre également en piste, très belle bataille, c'était très sympa à suivre. Et puis, comment ne pas citer Raoul Fernandez. La plupart des gens qui suivent le MotoGP de loin ne devaient même pas connaître son existence. Maintenant, c'est chose faite avec cette première victoire dans la catégorie Rennes. Et toi, mon cher Mathieu? Eh bien, écoute, je vais reprendre les arguments de Cyprien, le ministre de la Défense, Charles Leclerc. Moi aussi, il est top, évidemment, ce week-end. Et puis, en deuxième lieu, je tiens quand même à signaler voilà, le beau rallye d'Elfyn Evans, qui rebondit, en tout cas, qui continue, bien après le Chili et qui reprend la tête du championnat, évidemment, au WRC. Moi, je cite quand même Sébastien Loeb et Édouard Boulanger, parce que la victoire du patron en rallye raid, c'est assez rare. Deuxième victoire après le rallye d'Andalousie 2022. Charles Leclerc a été très bon ce week-end. Et puis moi, la livrée Williams. Voilà, c'est un top. je mourrai là-dessus, c'est un top, c'est certain. Les flops, par contre, c'est moins bien, Cyprien, mais quels sont-ils? Alors, premier flop, il y en aura 3 pour le prix d'un, c'est les 3 Français en Formule 1, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Isaac Hadjar. Week-end compliqué pour eux 3. Et en ce qui concerne Ocon et Hadjar, en plus, assez nettement derrière leur coéquipier ce week-end. Deuxième flop, maintenant en MotoGP, j'ai mis Pecco Bagnaia. Comme je plaisantais tout à l'heure avec Lucas, on se demande s'il était là ce week-end et ça commence à être vraiment compliqué et très triste, honnêtement, pour lui de le voir comme ça. Et puis, en dernier flop, j'ai mis Nasser Al-Attiyah pour les raisons aussi que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une erreur qu'on ne devrait pas voir de la part d'un pilote avec un tel palmarès. Bah écoute, pour mes flops, on va retourner en F1 avec, on l'a dit tout à l'heure, Carlos Sainz, notamment pour son incident avec Kimi Antonelli. Pour moi, c'est vraiment une erreur. C'est pas la première fois cette saison, donc évidemment l'Espagnol qui est à blâmer. Et puis un autre Espagnol, cette fois-ci en MotoGP, c'est Pedro Acosta. Je saisis au vol les arguments de notre ami Lucas, qui me faisait effectivement remarquer que il n'a toujours pas gagné cette course. Il finit 5e alors qu'il démarrait 5e. Il manque l'opportunité de l'emporter alors qu'il n'y avait pas grand monde en face, donc effectivement pour moi c'est dommage pour Acosta. Ouais, moi en flop je mets Marc Marquez, transparent. C'est normal, toutes mes confuses. Non, je vous rejoins sur Carlos Sainz aussi, parce que là franchement, il y a eu ça. Et Lance Stroll, parce que dans les deux cas, en fait, le dépassement n'a jamais existé, et on est sur une vraie cagade. Et d'ailleurs, Stroll, je n'ai jamais vu un pilote s'excuser pendant l'accident. Oui, c'est faux. Si vous revoyez ça, il fait non, pardon, j'ai vu. Donc voilà. Entre grands copains avec Ocon. En plus, voilà, il s'adore avec Esteban Ocon, donc non, c'était bien normal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce week-end, ma foi, bien chargé. Ça fait plaisir aussi de pouvoir avoir pas mal d'émissions comme ça avec des sujets bien différents. Merci Cyprien, merci Mathieu, merci Valentin, merci Lucas, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Et là, je vais pas vous citer individuellement parce que ça va être beaucoup trop long, bien évidemment. On se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de l'émission. D'ici là, on lit évidemment Auto Hebdo en version numérique dès ce lundi soir et en version papier dès mercredis. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.